Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc le cours d'aujourd'hui est les anti-inflammatoires stéroïdiens, aussi appelés les corticoïdes. On va commencer d'abord par un rappel physiologique, puis la structure des anti-inflammatoires stéroïdiens, puis une classification, puis le mécanisme d'action, la pharmacodynamie et enfin les effets indésirables. Donc on va commencer, bismillah. La corticosurrénale produit des hormones stéroïdiennes naturelles, qui sont les minéralocorticoïdes ou l'aldostérone, le glucocorticoïde ou le cortisol, et enfin les androgènes ou les hormones sexuelles. Donc l'aldostérone, c'est un minéralocorticoïde produit par la zone glomérulée du cortex surrénalien, dont le rôle est de réguler l'équilibre hydroélectrolytique et le maintien de l'homéostasie, et cela en agissant sur les cellules du canal collecteur provoquant l'entrée du Na+, et de l'eau et l'excrétion du K+, et donc elle va augmenter la volémie et par conséquent la pression artérielle. Deuxièmement, le cortisol. C'est un glucocorticoïde sécrété par la zone fasciculée du cortex surrénalien. Il a un rôle dans la régulation du métabolisme glucidique, comme on le sait, c'est une hormone hyperglycémiante, dans la régulation du métabolisme protidique et lipidique. Sa sécrétion est de rythme circadien avec une sécrétion maximale entre 6h et 8h du matin. Et cette sécrétion est contrôlée par l'axe hypothalamo-hypophysaire via la CRH qui est sécrétée par l'hypothalamus, qui va réguler la sécrétion de la CDH sécrétée par l'hypophyse et cette dernière va réguler la sécrétion du cortisol. Et le cortisol, à son tour, exerce un rétrocontrôle négatif sur leur sécrétion. Maintenant, on va parler de la structure des corticoïdes. Il y a une remarque ici. En général, lorsqu'on parle de corticoïdes, il s'agit de glucocorticoïdes. D'abord, tous les anti-inflammatoires, que ce soit naturels comme le cortisol ou les dérivés synthétiques comme méthylprednisolone ou bêta-méthasone, possèdent un noyau prénial. Il est très important pour l'activité anti-inflammatoire. Il y a aussi d'autres fonctions qui sont nécessaires pour l'activité anti-inflammatoire et qui doivent être présentes dans tous les anti-inflammatoires, que ce soit naturels ou des dérivés synthétiques, qui sont la fonction cétone en C3 et en C20, la double liaison 4,5 et le OH en 11 bêta. Il y a d'autres fonctions qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui augmentent l'activité anti-inflammatoire, comme la double liaison 1,2 qu'on trouve dans les deux dérivés synthétiques méthylprednisolone et bêta-méthasone, le fluor en 6-alpha ou en 9-alpha, qu'on trouve dans le bêta-méthasone, la méthylation en 6-alpha dans le méthylprednisolone, et la fonction OH en 17 ou en 21 qu'on trouve dans les trois molécules. Bon, ce tableau présente la classification des AIS. Ce tableau, il est à retenir. Il faut juste savoir que les deux premières molécules, l'hydrocortisone ou le cortisol et le cortisone, sont des molécules naturelles, donc sont des anti-inflammatoires naturels. Et les autres sont des dérivés synthétiques. Il faut aussi savoir que dans la case, par exemple, des effets anti-inflammatoires, on a les chiffres 4, 4, 5. Ça veut dire, par exemple, dans le prednisone, lorsqu'ils ont dit que l'effet anti-inflammatoire est de 4, ça veut dire 4 fois l'effet du cortisol naturel. C'est ça. Autre remarque, il faut retenir aussi que le cortisone est un précurseur inactif du cortisol et que les dérivés synthétiques ont une activité glucocorticoïde plus importante, une activité minéralocorticoïde plus faible et une demi-vie plus longue que le cortisol naturel. Maintenant, on va voir le mécanisme d'action. Les glucocorticoïdes ont des récepteurs intracellulaires cytoplasmiques. Donc, ils pénètrent dans la cellule passivement, puisqu'ils sont lipophiles. Donc, les récepteurs sont stabilisés par une protéine, l'HSP, la protéine du choc thermique. Après la fixation du glucocorticoïde sur le récepteur, l'HSP se détache et le récepteur va rentrer dans le noyau, il se fixe sur l'ADN et stimule la synthèse de la lipocortine d'une façon directe ou indirecte. La lipocortine est la protéine responsable de l'effet anti-inflammatoire. On va voir comment ça. Donc, comme on le sait, les prostaglandines et les leucotriènes sont des médiateurs de l'inflammation. Et leur synthèse passe par plusieurs étapes. Donc, d'abord, les phospholipides membranaires
sont hydrolysés par une enzyme, la phospholipase A2, en acide arachidonique qui est ensuite métabolisé en prostaglandine par les cyclooxygénases ou par les lipooxygénases en leucotriène. La lipocortine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur la phospholipase A2, elle va l'inhiber pour interrompre la synthèse des prostaglandines et des leucotriènes qui sont responsables des manifestations inflammatoires. Ici, on voit la différence entre les AIS et les AINS. Les AINS, ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibent les cyclooxygénases et donc ils arrêtent seulement la synthèse des prostaglandines, alors que les AIS arrêtent à la fois la synthèse des prostaglandines et des leucotriènes en agissant sur les phospholipases A2. Et donc ils ont un effet plus important que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Maintenant, on entame la pharmacodynamie. Les corticoïdes ont un effet anti-inflammatoire et donc ils sont indiqués en cas d'asthme, des maladies cancéreuses et en rhumatologie. Ils ont aussi une action anti-allergique et donc ils sont indiqués en cas d'eczéma, de rhinite ou de pharyngite chronique. Et enfin, ils ont un effet immunosuppresseur et donc ils sont indiqués aux patients qui ont des maladies auto-immunes ou dans le cas de transplantation des organes. Cette partie est facile, on va juste parler des effets glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes qu'on connaisse déjà. Donc pour les effets glucocorticoïdes, ils sont hyperglucidiques, ils ont un effet hyperglycémiant. Ils sont aussi hyperlipidiques, responsables d'une modification de la répartition des graisses. Ils les concentrent surtout au niveau viscéral et facio-tronculaire. Ils ont un effet hypoprotidique, responsable d'une perte de la masse musculaire. Ils sont aussi hypocalcémiants, responsables d'une déminéralisation. Ils sont aussi responsables d'une suppression de l'axe hypothalamo-hypophysaire par un rétrocontrôle négatif. Et enfin, ils ont un effet ulcérigène et un effet stimulant sur le système nerveux central. Et pour les effets minéralocorticoïdes, donc ils augmentent la réabsorption tubulaire du sodium et l'excrétion rénale de potassium et de l'eau. Enfin, on a les effets indésirables. La prise excessive des corticoïdes ou la prise à long terme peut causer, premièrement, le diabète du fait de leur effet hyperglycémiant, ou deuxièmement, l'ostéoporose à cause de leur effet hypocalcémiant, les myopathies comme les myasthénies par leur effet hypoprotidique, peut donner aussi aux patients, aux malades, un aspect cushingoïde. C'est par rapport à la maladie de Cushing ou l'hypercorticisme. Le patient peut avoir un visage arrondi, un abdomen proéminent, une accumulation des graisses au niveau cervical, etc. Parmi les effets indésirables, il y a aussi le risque infectieux. Donc il faut rechercher un foyer infectieux. Et dans le cas de la prise des corticoïdes, les vaccins vivants sont contre-indiqués parce qu'ils contiennent des antigènes et les corticoïdes sont des immunosuppresseurs. Deuxièmement, l'ulcère gastro-duodénal, d'où l'importance de les associer aux IPP. C'est quoi les IPP? Sont des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, sont des médicaments qui réduisent la production d'acidité gastrique en agissant sur la pompe à protons. Ils peuvent causer aussi une insuffisance surrénalienne à long terme, la psychose ou le trouble de l'esprit et l'insomnie. Et enfin, on risque aussi d'avoir une HTA, des œdèmes et une hypocalémie à cause de leur effet minéralo-corticoïde. Et voilà, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez compris un peu. Merci pour votre attention et à la prochaine.